Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous le voyez, aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis en compagnie de Louise du compte La Féminologie. Je vous mets son compte juste ici, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, c'est une femme formidable qui aide beaucoup de monde. Je vais te laisser te présenter si tu veux avec tes mots. Du coup je m'appelle Louis, j'ai 31 ans, c'est ça? Ouais. Et je suis sexothérapeute et naturopathe depuis 6 ans et j'ai le compte Instagram La Féminologie sur les réseaux sociaux. Et à côté de ça j'ai un cabinet du coup de sexothérapie et de naturopathie et j'écris des bouquins sur les mêmes sujets. En gros c'est un peu ça. Ok, donc si on veut faire des consultations avec toi, on peut. On peut. J'ai un atelier qui sort mi-novembre, il sera sorti le 17 normalement. Bon bah trop bien. Autour des règles pour mieux comprendre son cycle et tout. Donc je gérerai les douleurs, mieux comprendre son cycle, reprendre les bases et tout. Trop bien. On reste dans la thématique un peu de ce qu'on va aborder de toute façon aujourd'hui. Parce que si vous nous suivez déjà sur Instagram, vous avez probablement dû voir passer le lancement du questionnaire qu'on a diffusé. Ça fait longtemps que Louise et moi on voulait faire du contenu ensemble et on s'est dit que YouTube c'était vraiment le bon format pour pouvoir se poser. Et c'est pour ça que sur Insta on vous a créé un questionnaire. Franchement on a eu pas mal de réponses et c'est chouette. En fait on a pu dégager plusieurs thématiques différentes donc ça c'est plutôt cool. On va les traiter par catégorie, comme ça sera plus simple. On a quoi? Contraception, relations, la santé, amour de soi. On a nos Voilà. anti-sèches juste à côté. Pour information, le cerveau du groupe c'est ici. On va dire le côté pro. Voilà, le Et côté le côté copine. casquette pro, Ouais. casquette copine. C'est vrai que les gens nous ont quand même posé vraiment des cas concrets. Ouais. Je pense que tu vas avoir pas mal d'éléments à apporter et je trouve ça cool parce que j'ai mes limites aussi et c'est l'occasion de pouvoir aider avec une experte. Voilà. En tout cas, on espère que ça va vous aider ou si ça fait résonner un sujet qui ne vous concerne pas mais qui concerne vos proches, n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo. Carrément. Vos copines, vos cousines. Exactement. Vos mamans, on sait jamais. Et si jamais vous avez, il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, vous avez des questions, des témoignages particuliers que vous voudrez qu'on aborde, soit vous nous posez des questions en commentaire, on les récupérera si ça vous intéresse pour un épisode 2. Soit si vous voulez pas les poser, ce qu'on comprend totalement parce que vous préférez garder ça anonyme vu ces sujets-là, vous nous dites, vous avez envie de voir un épisode 2 et puis on se note On ça se fait et ça. on prépare Moi je ça. passerai dans tes commentaires faire des petites réponses. Avec plaisir. Ah, Et oui, let's go hein. Ouais, On enfile c'est chacune nos parti. casquettes. C'est parti. Dans cette première partie, on va plus parler de contraception, c'est abordé sous plusieurs angles et sous plusieurs aspects. On a choisi les questions relatives aux femmes. Il n'y a pas de témoignage d'hommes, donc toutes les questions, elles sont relatives, on va dire, aux contraceptions féminines. Mais je crois qu'on parle un peu de contraception. On va peut-être parler un petit peu de contraception masculine. Comment se passe un premier rendez-vous chez le gynéco? Fameuse question. Ouais. Pour tout le monde, c'est différent, mais il y a quand même des points. Peu- Grosso merdo, ça se passe Ouais. comme ça. Tu prends ton premier rendez-vous. Souvent, tu vas, soit c'est le gynéco de ta maman ou de tes sœurs. Ça, moi, je vous conseille pas forcément en vrai. Ouais. Mais choisissez plutôt des praticiens qui sont safe. Genre, vous pouvez aller checker les avis sur Google. Mm. Moi, je trouve que c'est super important. D'ailleurs, laissez vos avis sur les gynécos, genre sur Google. C'est vrai qu'on Quand je prends tu pas sors, le temps de laisser Moi, je le des fais tout avis. le temps. Je laisse toujours un petit avis parce que je me dis que les T'as nanas, raison. elles vont lire. Et autant je le fais quand c'est positif que négatif. Il y a ça, il y a le site Mapato aussi, si vous avez une pathologie particulière ou vous pensez avoir une pathologie particulière, où il y a des praticiens qui sont faits vraiment, qui sont identifiés pour certaines maladies. Il y a Ginenco aussi, on vous mettra, tu mettras dans Ouais, je mets tout en description. pour aider avec vraiment des praticiens safe et pour tout ce qui touche à la communauté LGBTQIA+, ou tout ce qui touche grossophobie, etc. Sur Doctolib, vous avez aussi, je sais pas si t'as déjà vu les petits drapeaux, J'ai pas déjà genre vu, pour mettre que mais- le praticien il est safe. Et puis en vrai, demandez à vos copines aussi si ça se passe bien. En général, il y a pas de mal à ce que ça se passe pas bien. Oui. Donc ça, premier point, bien choisir. Deuxième point, moi je voulais vous rappeler un truc, on en a parlé juste avant. Aller en consultation, genre aller voir un professionnel de santé et tout, ça veut pas dire se faire ausculter. Si vous avez la trouille, parce que franchement, moi je peux vous comprendre que C'est t'es pas envie impressionnant. d'avoir voilà, ton intimité qui est un peu dévoilée au grand jour. Aller consulter, ça veut pas dire forcément auscultation. C'est-à-dire que vous pouvez aller consulter un professionnel de santé, peu importe qui d'ailleurs, sans vous faire ausculter si vous avez pas envie, si vous avez vos règles, si vous vous sentez pas à l'aise. Ouais, ou juste, si au début vous pensiez et en fait sur le moment vous Ouais. le sentez pas du tout, c'est Exactement. pareil. Enfin, c'est quelqu'un qui voit quand même votre intimité. Si vous avez pas envie que ce soit cette personne-là, fin Ouais. du rendez-vous, Ouais. merci, au revoir, on passe Oui. à quelqu'un d'autre. Vous lui devez rien, hein, votre gynéco. Ah bah pas du tout. T'arrives, il va te poser des questions C'est sur un peu l'état des lieux quoi, Ouais, pour de ta savoir santé, en où général. est-ce que t'en es, Ouais. comment tu te situes, si justement t'as déjà une activité. une activité, une contraception. On peut avoir une contraception. Enfin, c'est ton gynéco Sans qui est obligé gynéco. de te donner ta contraception. C'est pas bien, mais en fait, il y a beaucoup de médecins traitants qui donnent genre la pilule. Pour X raisons, souvent c'est l'acné ou quoi.
Viens, on te met sous pilule, comme ça, après, ça vaut mieux éviter en règle générale. Aller voir un gynéco, une sage-femme, parce qu'on dit tout le temps gynéco, mais les sages-femmes, elles font le même suivi. Oui. Si pour la première fois, tu vas aller voir une sage-femme, Let's go, vas-y. Elles font tout le même suivi, les frottis, les prélèvements, etc. Les seules choses qu'elles ne font pas, c'est quand il y a un gros cas de maladie ou des choses à traiter. Okay. Je pense que la grosse différence aussi, c'est que t'as des créneaux beaucoup plus rapidement. Bah, forcément, les sages-femmes, il y en a beaucoup plus. Moi, c'est ce que je conseille pour les premières fois. Ok. Sage-femme. Parce qu'elles ont, à mon sens, une approche plus douce, tu vois. Ok. Ça te pose pas de problème, normalement ils t'auscultent pendant un premier rendez-vous. Pour les premières fois, soit c'est un toucher vaginal, elle va regarder un peu du point de vue externe et interne, soit quand c'est des examens plus approfondis, mais pour une première fois on évite en règle générale. Il y a le placement du spéculum, donc on ouvre le col en fait de l'utérus avec le spéculum et puis il regarde à l'intérieur, etc. Et puis après, voilà, terminé. C'est passé comment toi ta première fois? Allez, fin de la vidéo. En fait, ça allait, mais j'étais pas du tout à l'aise. Une vieille, c'était la gynéco de ma mère. Elle allait partir à la retraite, tu vois. L'année d'après, elle devait être à la retraite et tout. Et pas du tout dans une vibe genre je te mets à l'aise et tout. Très bon, t'enlèves ton pantalon, ta culotte, t'écartes les cuisses et bonjour, voilà, tu vois. C'était hyper froid et tout. C'est pour ça que je conseille les sages-femmes aussi. C'est beaucoup plus chaleureux. Tu peux être sur un lit et pas forcément sur un. Ah ouais? Ouais, sur un dossier gynéco classique et tout. Moi, littéralement, elle m'a regardé 2 secondes, elle m'a dit que j'avais un beau col de l'utérus. J'étais là, ok, enfin j'ai 13 ans. Je sais pas ce que c'était un peu de l'utérus, je pense. Et voilà, je suis ressortie, je l'ai fait. Ah bah super. Je l'ai vu qu'une fois, je suis plus jamais retournée. Je pense que je peux faire la même description moi de la gynéco que j'ai eue. C'était celle de ma mère, elle était pas loin de chez nous, fin d'exercice, j'ai un peu l'impression. Et moi j'allais la voir parce que j'arrivais pas à mettre de tampon. Et je savais que c'était pas juste parce que j'étais pas douée quoi. Le cabinet était froid, elle était froide. Elle m'a installée, elle m'a ausculté 2 secondes et elle m'a dit tout de suite je me souviens de ma réaction de je vous ausculte pas davantage. Je me suis dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle a dit ah bah non mais il n'y a pas besoin que je regarde plus que ça, il va falloir vous faire opérer. Du coup moi je me suis fait opérer parce que j'avais un hymen trop irrigué, trop épais, qui est pas assez ouvert quoi, voilà, qu'elle n'allait pas se déchirer. Donc j'ai été renvoyée vers un praticien qui opérait, donc c'est mon gynéco obstétricien que j'ai depuis, que j'adore. Big up. Ça te gêne pas toi que ça soit un homme? Ah pas du tout. Toujours à le mettre en confiance, très chaleureux, très bienveillant, très de je veux pas prendre la pilule, c'est pas grave. Si un jour t'as besoin, je suis là, si t'as des questions, surtout n'hésite pas, machin. Fais confiance, les jambes écartées, pas les yeux fermés. Comment éviter les hormones dans le cadre d'une contraception, mais aussi quels sont les effets des hormones sur le corps? Donc là on parle que de contraception féminine, mais sans hormones. Il y a le stérilet en cuivre. En cuivre du coup il n'y a pas d'hormones à l'intérieur. Le stérilet il est juste placé pour vraiment bloquer. On a le préservatif. Donc là, féminin, masculin, on a le diaphragme, du coup féminin. Et il y a la stérilisation. Quand on dit comme ça, t'as l'impression que c'est un truc un peu... c'est le bout du bout. Ouais, poussé et tout, mais ça reste un des moyens de contraception sans hormones. Et il y a des manières que ça soit réversible aussi. En fait, on peut se faire déligaturer, par exemple, les trompes. Et il y a tout ce qui est symptothermie, etc. C'est des méthodes qui sont dites naturelles, donc ça rentre pas dans les méthodes de contraception. Ça dépend quelle école t'écoutes. La médecine allopathique classique va te dire que non, parce que c'est pas aussi fiable que le reste. Aucune contraception, c'est 100%. De toute façon, nous on vous fait un petit peu la liste de courses, mais ça c'est vraiment à voir vous aussi en discuter en fait avec vos praticiens. Il y a plein de facteurs qui jouent, donc on peut pas vous recommander. Et c'est surtout aussi par rapport à des périodes de ta vie. Moi, il y a des périodes de ma vie où j'avais une contraception et 2 ans après j'en avais une complètement différente. C'est vraiment... ça fluctue quoi. Il y a rien qui est figé. Je n'ai aucune libido, la pilule me bousille, mais aucune autre contraception déjà essayée ne me convient. J'ai toujours le sentiment de me forcer pour faire plaisir à mon chéri. Je crois qu'on a tous été dans ce truc-là. Sauf si t'as pas pris la pilule. Ouais. Donc ce qu'on se disait avant, c'est que moi j'ai jamais pris. Moi je l'ai pris pendant presque 12 ans, dont 10 ans sous une pilule qui coupait totalement les règles. Et je comprends totalement parce que moi j'avais aucune libido. Mais aucune libido. De toute sous pilule. Ta vie de pilule? Au début, genre les peut-être 2 premières années, après c'était une catastrophe. Ah non, c'est pas un petit regain. C'est un jour et nuit. La première remarque qu'elles me font quand elles arrêtent la pilule et que tout est bien remis en ordre et tout, c'est le fait que c'est le jour et la nuit pour la libido. Un des facteurs majeurs, c'est la prise de pilule. C'est la prise de pilule. Ça, peu importe les pilules, parce qu'on pense que... les microdosés, tout ça. Non, souvent en général, et vous pouvez lire la longue liste des effets indésirables de la pilule, genre ça fait une couverture, vous pouvez vous allonger dessus si vous avez froid. En fait, on n'en parle jamais, c'est quasi jamais dit dans les trucs courants, tu vois. Non, mais parce que ça, c'est tabou. Mais non, mais puis tu sais, les femmes elles sont frigides, elles ont jamais envie. On se pose jamais la question de peut-être qu'elles prennent un truc tous les jours
qui font que... Ça pourrait être une solution de voir et d'en S'il y a pas discuter une s'il n'y a pas une contraception sans hormones qui peut être envisagée. Après, voilà, on ne connaît pas vos histoires à 100%, il faut toujours voir avec vos praticiens, etc. Mais nous, on est là pour vous éveiller aux pistes qui existent. J'espère que ça reste au stade de sentiment de te forcer et que tu te forces pas. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me consulter qui ont ce ressenti-là, tu vois. Si je me force pas à avoir des câlins, des relations intimes, etc., il va partir ou il va plus m'aimer. Peut-être qu'à chaque fois, tu te dis ça va revenir, c'est maintenant que ça va revenir. Alors, s'il y a bien un truc où l'appétit vient en mangeant qui est pas vrai, c'est dans la sexualité. Ça va te traumatiser en fait. C'est le pire truc à faire. Il y a un vrai truc aussi à faire de partager la charge mentale aussi. Majoritairement, les questions là, c'est des questions que des nanas se posent. Rarement, il va y avoir un homme qui va te dire comment je vais faire pour raviver la flamme ou ma libido, elle va pas très bien et tout. Soit il va juste se plaindre, soit juste la personne elle s'en rend même pas compte en fait. C'est triste hein. Bah ouais. Faut vraiment partager ce truc de en fait pourquoi la libido elle est en berne, c'est pas forcément que la faute dans un couple hétérosexuel d'une femme. C'est un truc que tu retrouves vraiment beaucoup dans les relations hétéronormées. Enfin, d'en discuter, ça veut pas forcément dire qu'il y a forcément un déséquilibre dans votre relation avec tous les deux. Par exemple, ça peut aussi venir là d'une question hormonale de la pilule. Juste tu gardes le truc pour toi. Alors je sais que le dialogue c'est pas toujours facile avec tout le monde. Enfin, la communication c'est la base de la sexualité et de la santé en général. Oui, et de tout. Ce sujet un peu diffusion de la charge mentale, ça nous fait le lien aussi avec la dernière question qu'on a eue dans cette catégorie un peu contraception. C'est justement comment amener un homme à considérer prendre une contraception masculine pour libérer les femmes de la charge contraceptive. Tu vois déjà ce que ça représente la charge mentale sexuelle, parce que je sais qu'il y en a qui pas trop, tu vois. C'est rentré dans les mœurs, que ça soit les filles qui s'occupent de ça, enfin les femmes en général, payer la charge contraceptive. Ou la pilule du lendemain. Ou la pilule, on n'en parle même pas. Voyons. En fait c'est un truc à deux. Des enfants, tu les fais encore à deux dans la majorité des cas. On s'occupe de la relation. Comment je vais faire pour que la relation soit mieux, comment je vais reséduire mon mari. Jamais tu vois d'article sur comment vous allez reséduire votre femme. Ça n'existe pas ça. Ça fait vraiment partie de tout ça en fait, la charge mentale. Comment amener en fait la discussion à son conjoint ou compagnon ou plan cul comme vous voulez. Je pense qu'il faut poser les termes quoi. Et au-delà juste d'ouvrir le sujet pour en parler, je pense qu'il faut aussi venir aussi avec des informations concrètes. Ce qui est pas bien, c'est que ça met encore les femmes dans un rôle où il faut éduquer. Potentiellement, on va éduquer aussi nos fils, si un jour on en a, fils, filles, etc. Il y a un manque d'éducation qui est fait par la société, par les familles. Clairement, ça fait chier que ce soit nous qui devions faire ce travail-là. Et si personne ne le fait, il faut vraiment amener le sujet et les éduquer. C'est triste, mais je pense qu'on pose la question à nos frères, potes, même proches, tu vois, amis, etc. Est-ce qu'ils se sont déjà posé la question du paiement de la pilule de leur copine, ex-copine. C'est sûr que personne va te répondre oui, mais c'est même pas méchant je pense. Ils pensent plus à l'Empire romain que c'est un bon sujet. L'amener avec ce que la pilule, enfin ou les contraceptifs hormonaux ça engendre aussi, que ça soit la baisse de libido, que ça soit les sauts d'humeur, que ça soit les désagréments pour le corps d'une femme, parce que je suis pas pro ou contre la pilule, ça sert à des femmes et on a d'autres pour qui ça fait des gros dégâts, mais en même temps faut voir que ça a un impact sur le corps, on peut pas mentir. Tout le monde sait que la pilule, ça a un impact énorme sur le corps des femmes. Partager ça, tant dans la discussion que dans la prise en charge. Ok, on est tous les deux acteurs de cette contraception, c'est pas juste toi. Là, sa question, c'était hors préservatif. Parce que du coup, on peut penser que la charge mentale, elle est partagée quand l'homme veut bien mettre un préservatif et qu'on fait ses bails. Sauf que... On les connaît. Clairement, le préservatif, si ça vous fait mal, si vous sentez rien, si c'est pas à votre taille, c'est que c'est mal choisi. Ça n'évitera pas l'affaissement de la façade. Alors, on oublie plusieurs trucs que je rappelle souvent. Le sexe oral, quand vous n'êtes pas dans des relations qui sont exclusives et que vous n'êtes pas testé, on se protège pendant le sexe oral parce que il y a plein de maladies qui sont transmissibles. Deuxième point, on se fait tester de temps en temps, c'est pas si mal. Et même quand on est en couple. Alors, c'est pas une question, ça c'est un point qui revient tout le temps, c'est pas une question de confiance. Parce qu'il y a plein de maladies, notamment par exemple les chlamydia, qui peuvent se déclencher bien longtemps après et qui sont asymptomatiques, notamment chez les hommes. C'est-à-dire que vous pensez que vous avez rien, que vous êtes safe et tout, et 4 ans plus tard, tu te retrouves avec des chlamydia, soit ça fait 4 ans que t'es avec ton mec, tu te dis c'est bizarre, alors qu'en fait non. Ça vient du zinzin d'avant. On passe à la deuxième partie sur les relations. On a que des cas de situation hétéro. C'est pas grave, c'est les questions qu'on nous a posées. Oui, c'est les questions qu'on nous a posées, c'est vrai. Coucou les filles, je suis en couple depuis 4 ans et depuis quelques mois, je n'ai envie de rien dans ma vie intime. Comme si je ne se ressentais plus rien dans mon corps, à quoi cela peut être dû. Moi, la libido, c'est pas que lié de c'est qu'il y a un problème dans le couple ou dans ma relation avec ma mère, etc. Ça peut être impacté par plein d'autres extérieurs, tu vois, le travail, la famille, enfin. Le stress. Ouais, le stress de manière générale, tu vois. Moi, ce que j'aime bien rappeler aux gens qui viennent me consulter, etc., que la libido,
libido, c'est pas un truc qui est de l'ordre de la survie dans ton corps. On n'est plus une espèce en voie de disparition, on n'a pas besoin de se reproduire, enfin tu vois, on a avancé dans le processus. Maintenant, majoritairement, toi, moi, la majorité des gens, c'est le plaisir. C'est le plaisir, c'est pas de la reproduction, donc c'est pas de la survie. C'est-à-dire que ton corps, c'est le truc qui va mettre en dernier. Si t'es fatigué, si t'as pas dormi, si t'es stressé de ouf, si t'es malade, si machin, c'est le dernier truc qu'il va faire. Quand ça impacte ta libido, normalement, c'est qu'avant, t'as quand même... T'as bien morflé. Déjà, voir ce qui peut se passer à côté. Il y a le fait aussi que ça soit normal, dans une relation qui est longue ou pas. On a tendance un peu à penser que, en fait, à cause des films, je pense films, séries, tous les couples font l'amour tous les jours, matin, soir. Ouais, et puis en fait, parfois, ça veut pas forcément dire que c'est pas un souci. Un problème, c'est pas forcément un problème en fait. Après, c'est quand ça devient une souffrance que c'est un problème. Oui. Si c'est un truc qui te fait souffrir et que t'en sens le besoin et que tu l'as pas, que ça crée de la frustration, c'est tout ça en fait. C'est plus la frustration, la souffrance et tout. Du coup, c'est normal entre guillemets d'avoir des périodes de perte de libido. Après, quand ça te fait souffrir, le plus important c'est d'en parler et de voir si l'autre souffre aussi. Si l'autre souffre aussi, on trouve des solutions à deux. Si l'autre souffre pas, là c'est à toi aussi de faire le travail sur toi. On parlait juste avant des hormones avec pilules, etc. Voir aussi si c'est pas un facteur qui finit par jouer hormonal. On sait pas du coup si ta contraception elle te convient, si elle te convient pas. Je conseille toujours en cas de problème de libido, c'est d'aller faire un bilan hormonal. Ouais, un petit check-up, genre est-ce que tout va bien Femme et homme. T'as un rhume, tu vas chez le médecin. T'as un problème de libido, allez voir des praticiens pour vous aider. C'est pas tabou. C'est vrai que c'est souvent, t'as l'impression que c'est le truc qu'il faut que tu résolves par toi-même en cherchant dans ton petit coin des témoignages et des articles et des machins. Je suis avec mon compagnon depuis 9 ans et nous n'avons plus de relations sexuelles depuis un moment. Est-ce normal, sachant qu'il y a beaucoup d'amour entre nous? Je rajouterai en plus qu'il prend des médicaments pour l'humeur. Merci beaucoup pour votre réponse. Revoir la notion de normalité, je pense que c'est ultra important. Après là, tu sens que ça engendre, je pense, de la frustration ou des questionnements. 9 ans, c'est une longue période de couple quand même. C'est normal, tous les couples, les couples qui disent qu'ils sont jamais passés par là, soit c'est pas encore arrivé, soit ils mentent. Physiologiquement parlant, anatomiquement parlant, ce n'est pas possible. Tu peux pas garder la même libido des cycles différents, toute ta vie. C'est pas pour ça que c'est mauvais, hein. C'est juste que ça arrive et que ça fait partie de tout ce qui est couple, etc. De la vie. Faut voir aussi si l'autre partenaire ressent ça aussi. Est-ce que c'est juste toi et ton ressenti après 9 ans? Bah, c'est à savoir, est-ce que t'es toujours séduite? Est-ce que il te plaît toujours autant? Et là, dans ta question, il y a aussi le fait que ton conjoint prenne tout ce qui est médicaments pour l'humeur. Je pense que ça induit antidépresseur, je pense. Ça a des gros impacts sur la libido. C'est-à-dire que c'est souvent hormonal aussi, une cata pour tout ce qui est libido. Alors ça sauve des vies, c'est très bien, c'est pas la question. Mais vraiment sur la libido, ça a un impact qui est énorme. Est-ce que tu penses que ça a un rapport avec ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que ton corps, tu sais, la libido c'est le dernier roue du carrosse et qu'en fait l'antidépresseur il vient aussi pour soutenir tous les éléments qui vont faire en sorte que tu vas rester en vie et qui sont essentiels, et du coup la libido c'est vraiment prends encore moins de place. Il y a le fait que les médicaments, c'est-à-dire les molécules dedans, vont impacter les hormones et tout, et du coup ça va jouer sur, moléculairement parlant, ça, mais il y a aussi mentalement en fait, quand tu as des régulateurs d'humeur ou que tu as pris des antidépresseurs ou que tu en prends, c'est que tu vis un moment qui est pas facile et que tu as besoin de support, et c'est très bien pour t'aider à faire les tâches du quotidien. J'ai du mal à faire la base et les tâches vitales pour que moi j'aille bien, donc forcément la libido elle est aussi mentalement remise un peu sur le côté. Surtout quand c'est des relations qui sont longues déjà. Cette personne-là ou cette relation-là, elle est là, c'est stable, je peux me permettre de me décharger sur autre chose. Le mieux dans ces cas-là, je pense que c'est aussi d'aller voir un praticien. Comment raviver la flamme dans un couple? Bientôt 5 ans de relation. J'ai honte d'éprouver l'envie d'aller voir ailleurs sans jamais passer le pas. C'est un gros sujet ça. J'ai besoin de me sentir femme, chérie et draguée. J'ai l'impression d'être oubliée. L'envie d'avoir des ressentis par rapport à d'autres personnes qu'une relation... Enfin, que la personne avec qui vous relationnez, c'est normal. Je vais dire un truc que les gens ils ont tendance à oublier. On est des animaux. Le but de d'une sphère animale, comme tous les autres animaux, c'est de se reproduire et c'est de perdurer. Chimiquement, c'est normal que tu sois attiré par d'autres personnes. Alors, c'est très triste ce que je vais dire. L'amour, l'envie, la sexualité, c'est basé sur des hormones. Une partie. Alors, il y a forcément de l'attachement. C'est de la chimie. Pure et dure. Tant que tu saches, c'est parce que t'as les hanches plus développées. C'est drôle que c'est ça quand on ovule, les femmes, donc la période où on est le plus fertile, ton visage, et ça c'est prouvé scientifiquement, tes hanches s'élargissent parce qu'en fait ça attire le sexe opposé parce que tu es censé porter mieux les enfants. C'est quand même fou. Et ton visage devient plus symétrique parce que l'humain est attiré par la symétrie. Donc si ton visage est plus symétrique, tu vas être plus attirante. En ovulation. Tu vas avoir la peau qui est plus glow, tu vas avoir les seins qui sont plus proéminents et tout, c'est un truc de fou. Là ça se fait sans le
qu'on le vouloir sache. sans le chercher, Ouais. tu vois. Moi, ce que j'ai plutôt pensé, c'est de se dire que avoir l'idée d'aller voir ailleurs, l'envie, ça veut pas forcément dire que tu vas passer à l'acte. Non. Et puis c'est pas grave. La sexualité, on dit il faut tout, le partenaire doit tout savoir. Moi, ma psy, elle m'a dit, mais faut pas forcément Non. tout raconter. Hein. Moi, c'est un truc que j'arrête pas de répéter, mais la sexualité, majoritairement, c'est à deux. Mais ça se construit tout seul. C'est toi plus la somme de toutes tes expériences, l'autre plus la somme de toutes ses expériences à lui. Avoir ces pensées-là, c'est pas grave. Et il y a surtout, il faut arrêter de culpabiliser de les avoir. Si elle a ressenti ça, ça sort pas. Enfin, Ouais, ça sort pas de sur nulle le part. côté envie d'être draguée, Ouais. d'être mise en avant, de se sentir désirée, oui, c'est que ça sort pas de nulle part. Il faut pas de penser que ça sort de nulle part, c'est toi qui te fais des. Si c'est quelque chose que tu ressens et tout, ton instinct en général, ton Non, pressentiment. mais même sans parler d'instinct et de pressentiment, si ton ressenti il est là, il est légitime. Oui, non, mais bien sûr. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Dans un couple, les deux ont besoin d'être reséduits, de plaire, etc. Je vous dis pas tous les jours, que ça soit l'homme ou la femme, de ramener des fleurs, de faire un dîner aux chandelles, d'être avec de la belle lingerie et tout machin. Non, c'est un truc vraiment, je pense, plus profond de séduction. On voit que les hommes ont du mal sur le long terme en général. Souvent les gens qui ont des enfants, tu vois, lâchez-vous 50 balles dans une babysitter et sortez une fois par mois. Je pense que quand t'es dans une relation longue et en plus quand t'as des enfants, là je sais pas si c'est le cas ou pas, il faut prendre le temps pour son couple. Et pour ça, faut que les deux aient envie de le faire, de voir l'autre prendre l'initiative. Complètement. Oui. Genre, t'as envie de faire oui, ça, ouais. tu vois. Et spontané, pas parce que tu lui as dit que t'aimerais 25 plus. fois, Ouais. chérie, quand est-ce qu'on sort? Parce que ça, du coup, au bout d'un moment, ça te fait plaisir, mais ça te fait pas autant plaisir Ouais. que si tu sais que c'est lui ça spontanément te qui a fait le surprend. truc. Ouais, Exactement. clairement. On passe à notre dernière catégorie, santé et amour de soi. J'aimerais réussir à croire qu'un homme puisse arriver à m'aimer même si je fais du vaginisme et même si j'ai vécu des violences sexuelles. Je sais que ce n'est pas rationnel, mais je ne me débarrasse pas de la croyance que ça fait de moi un fardeau. Moi, je vais pouvoir en parler parce que je l'ai vécu, que ce soit les violences sexuelles ou le vaginisme. Petit rappel, vaginisme. Le vaginisme, c'est le fait d'avoir une contraction de l'utérus et des muscles utérins qui empêche toute pénétration. Ça peut être primaire ou secondaire. Primaire, ça veut dire que ça n'a jamais été possible. Secondaire, ça veut dire que c'est situationnel. Par exemple, il y a eu une agression, en gros, ton utérus, il dit... Ciao, ouais, c'est fermé. Mais alors, ça va jusque les est-ce que professionnels tu de le santé. sens Ouais, tu le sens. Jusqu'à ce que les professionnels de santé ne peuvent pas t'ausculter. C'est ça aussi qui pose problème, en fait. Tu sens que t'es contracté H24 ? Non. Ah, c'est dans le moment. Ouais. D'un coup, tu sens que ça... Ah, c'est vraiment... Et tu ne peux pas forcer. C'est Impossible. ça, Et les pas muscles ça. pelviens, avant d'y aller, Ils ont bien été... Ouais, et surtout, c'est douloureux, en fait. C'est douloureux pendant les rapports. T'arrivais pas à mettre de tampons parce que ton hymen, etc. Oui. Moi, j'ai jamais réussi à mettre un tampon, mais c'est parce que j'avais ça, tu vois. Moi, par exemple, c'est venu de nulle part. Ça peut aussi venir de nulle part. Ouais. En fait, moi, ça arrivait après certaines relations. Ah, ok. Donc, j'avais déjà eu des relations intimes, etc. Et d'un coup, ça arrivait. Alors maintenant, je sais un peu plus de quoi c'est venu. Et après, ça repartit. Alors, avec une aide et tout. Mais ça peut être primaire, secondaire, ça peut être une seule fois, ça peut être pendant super longtemps et finalement... Ouais, il n'y a pas de... Comme ça, en fait, il n'y a pas de dans règle dans le vaginisme. Par contre, tu as le vaginisme qui est dit anatomique, c'est-à-dire qu'il y a un blocage. Typiquement, ce que toi, tu pouvais avoir, les femmes qui ont par exemple un hymen ultra serré, ultra épais, etc. Et du coup, ça va entraîner des douleurs, etc. Là, ça va entraîner du vaginisme parce qu'il y a un problème anatomique, en fait. La prise en charge psychologique du vaginisme, c'est beaucoup psychologique parce que ça va être... Arrêter d'associer ça au câlin, au rapport intime. En fait, c'est la douleur qui est dure à prendre en charge. Le fait de penser à être un fardeau et tout, je peux comprendre. Dans le vaginisme, moi je trouve que l'idéal c'est quand même de se faire aider. Maintenant, il y a beaucoup de sages-femmes qui sont formées sur le vaginisme, beaucoup de médecins. Allez vous faire aider sur ça. Parce que déjà, il faut vérifier que c'est pas un problème anatomique. Peut-être que tu vas t'éviter des années de souffrance pour rien. Et si c'est du vaginisme vraiment plus psychologique, ben en fait tu vas te faire aider. Oui, pareil. Oui. Et pour tout ce qui est, quand tu dis je veux pas être un fardeau, etc., je pense qu'il faut aussi déconstruire l'idée que les relations intimes c'est que de la pénétration. Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, tu bases, je sais que c'est dur, hein, mais tu bases l'activité intime et la relation que tu peux avoir avec les autres sur uniquement la pénétration. Alors que non, tu peux très bien vivre des rapports intimes sans pénétration et trouver du plaisir. C'est pas la finalité. Tu n'es pas qu'un être à être pénétré. Ben oui. Tu vois, c'est oui. dur comme phrase, Oui. mais je sais que moi, quand on me l'avait dit, ça m'avait remis un peu le truc en question, tu vois. Et on a des zones érogènes, on a d'autres moyens d'avoir du plaisir. Je pense que nous, en tant que femmes aussi, on a la croyance de penser que les hommes aiment que ça. Tu peux quand même attirer quelqu'un sans forcément reposer ta valeur sur le côté sexuel. Enfin... C'est pas parce que, à ton sens, t'as cette difficulté-là que t'es pas attirante pour quelqu'un. T'es en train de faire réflexion sur le vaginisme, c'est dur à dire aussi. C'est dur de commencer une relation où, tu sais, t'as un crush et tout machin, vous allez arriver
arriver à avoir un moment des relations et tout, le moment où tu vas devoir savoir. dire... Est-ce que tu le dis dès le début et du coup tu te dis ça se trouve la personne machin? Est-ce que si je le dis après? Alors moi ce que je conseille c'est de le dire, si la personne le prend mal ça dégage. Ouais, c'est même pas la question, c'est même pas posé. T'as fait le tri, tout seul. Limite, t'as gagné du temps. Fait le tri. Forcément la personne risque de poser des questions parce que déjà en tant que femme on sait pas tout ce que c'est du vaginisme, donc un homme j'imagine qui sait pas forcément, mais ça peut aussi amener des discussions tu vois, et je pense que ça peut être aussi un plus. Tu risques de tomber aussi sur des personnes qui seront bienveillantes et qui pourront justement, même s'ils s'y connaissent pas bien, poser des questions et voir que justement y a des gens qui sont ouverts à ça et que tu peux te sentir safe à en parler et te dire ok, enfin au fur et à mesure aider à te dire ouais ok, j'ai pas besoin de me culpabiliser de ça quoi. C'est sûr. On fait un petit changement de batterie. Bon, on a rechargé les batteries pour poursuivre les 2 dernières questions de la dernière partie. J'ai souffert d'anorexie, ce qui a entraîné un manque d'expérience dû à plusieurs facteurs. Comment découvrir son corps et arriver à savoir ce que j'aime et ce qui me fait du bien, même en ayant déjà testé des audios, des jouets, en ayant déjà exploré. Pour cette question-là, on est parti d'un témoignage qu'on a reformulé là dans cette question-là. En gros, l'idée c'est, je pense, quand il y a une pathologie qui a influencé autant, parce que tous les TCA, que ce soit l'anorexie, la boulimie, etc. Le rapport au corps, le rapport au corps, il est après vraiment compliqué. Et du coup, qui dit rapport au corps compliqué dit forcément sexualité compliquée, etc. Le mieux, je pense, c'est de consulter. Ouais. D'être pris en charge avec quelqu'un, que ce soit sexothérapeute, sexologue, psychologue, enfin psy juste déjà, parce que le rapport il est tellement différent, ça a tellement de facteurs, c'est trop impactant pour ne pas se faire aider. Après là c'est pas le même cas de figure, moi j'ai fait de la boulimie et de l'hyperphagie. Je vais choisir super mal mes mots, je suis désolée. Tu sais quand t'es tellement dans le contrôle ou dans ce qu'on nous a inculqué de ce qui doit être beau, de ce que je dois être, de ce que je peux, de comment je le fais, mais vis-à-vis du plaisir, je pense que tu sais t'as un peu aussi, tu peux avoir ces restes de est-ce que ce que j'entends que ça normalement ça doit me faire plaisir et ça me permet de réapproprier mon corps. De toute façon le plaisir en soi c'est très compliqué de faire des comparaisons. Alors il y a ce que la norme dit, typiquement les sextoys, tu vois. Tout le monde aime bien, forcément je vais aimer ça. Non. Dans le plaisir en fait t'as un côté lâcher prise. Là ce qui peut être compliqué c'est ce truc de se dire t'as tellement eu l'habitude d'être d'être dans du contrôle ou te dire c'est comme ça que ça doit être. En fait tu peux pas retrouver les comportements que t'avais dans les troubles alimentaires dans la sexualité pour t'aider entre guillemets si ça t'aidait en fait ce cheminement de pensée de dire bon bah si je fais ça je vais avoir tel résultat ça n'existe pas en sexualité et en plus ça va engendrer d'autres problématiques. C'est le constat que tu as fait et la question un petit peu que tu nous poses c'est comment faire arriver à lâcher prise parce que ça se trouve il y a des choses que tu as essayées qui fonctionneront plus tard. On n'est pas obligé d'avoir de l'expérience pour prendre du plaisir. Non, pas du tout. Je vais connaître mon corps et je vais apprendre en ayant fait plein de trucs et tout. Non. Il faut enlever ça de ta tête. Parce que déjà, tu vas te forcer à faire des trucs que t'as pas envie de faire. Et c'est surtout, c'est une notion de toi, t'as envie de quoi. En fait, c'est ça, sa question, c'est on a tellement de trucs autour de nous qui nous disent je sais pas, je vais prendre les trucs classiques. T'as jamais fait plan A3 non. T'as jamais fait ci, t'as jamais fait certaines pratiques et tout. Si t'as pas envie de ça, ni de ci, ni de ça, c'est ok. Ça veut pas dire que tu vas pas avoir une sexualité épanouie. Je pense que vraiment c'est un truc global de lâcher prise, mais dans ces cas-là, il faut se faire accompagner pour avoir le cheminement, tu vois. Grosse prise de poids sans motif, règles totalement irrégulières tout d'un coup et libido qui disparaît. 4 mois après être diagnostiquée en périménopause à 31 ans, avec la super nouvelle et le manque de libido, confiance en soi qui disparaît avec. Comment faire pour récupérer la libido ainsi que la confiance en moi ? Je suis mariée avec 2 enfants, ma libido est partie à tel point que je ne supporte plus que mon mari me touche. Premier point, la préménopause, en gros, c'est toutes les femmes qui vont être ménopausées à la trentaine. Alors que normalement, c'est autour de la cinquantaine. Comment tu le sais ? T'as des troubles, t'as des bouffées de chaleur, t'es fatiguée, t'es extrêmement sensible, t'as des règles irrégulières ou hémorragiques, t'as des troubles du cycle et tout. C'est un bilan hormonal qu'on fait, on regarde en gros tes ovules, tes ovaires, tes hormones et on voit que t'es en ménopause. C'est en fonction de ton stock qui reste, c'est ça ? On va regarder, on fait une photo, on fait il reste que ça, c'est un peu ça. Tu peux rien déjà. Sache que la période où tu vas avoir tes troubles et tout, c'est un moment à passer. La préménopause, ménopause, on dit que c'est de 6 mois à 1 an et demi si ça traîne un peu trop. Tu vas sortir de cette période-là, c'est pas sans fin. Donc il n'y a pas de retour en arrière, juste tu vas être ménopausée à 30, 35. Ok, donc en tout cas, oui, pas de panique, c'est le process. Tout ce que tu ressens, c'est aussi dû aux hormones, forcément. En fait, pendant la ménopause, c'est un gros bouleversement hormonal, presque comme pendant la grossesse. T'as déjà 2 enfants, donc tu sais que les bouleversements hormonaux, c'est quelque chose, C'est quelque chose. Donc il y a aussi ça, les hormones en général. Tu peux te faire accompagner sur ce point-là, que ça soit médecine classique, donc allopathie,
en naturopathie avec une sage-femme, gynéco, naturopathe, ce que tu veux, tu peux te faire accompagner pour que ce soit un moment qui soit moins douloureux à passer. Je pense qu'il y a aussi un petit travail psychologique à faire. Un genre de petit deuil. Un genre de petit deuil de... c'est pas forcément des enfants parce qu'en plus là, elle en a non, déjà. mais deuil de cette période-là. De cette période-là. Parce qu'il y a beaucoup, en fait, ce truc de... Ah bah quand t'es... Et on revient toujours aux mêmes choses, hein. Quand t'es ménopausée, tu sers plus à rien. En gros, quand la femme... Pas du tout. Et dans beaucoup de cultures, une fois que tu ne peux plus faire d'enfants, t'es plus valable. Enfin, tu sais, t'as plus de valeur. Tu ne sers à rien, à la poubelle. C'est terrible. Mais en fait, c'est très ancré dans notre manière d'être. Je pense que c'est bien, si ça vraiment te travaille trop, de faire un travail d'accompagnement à côté. Ouais. En effet, je peux comprendre que ça soit un grand chamboulement et que tu peux par exemple ne pas avoir de proches autour de toi qui en parlaient, qui comprennent comment ça se passe. Ouais, voilà. Et que c'est pas parce que t'as pas de proches ou quoi que tu vas mal le vivre, que ça va mal se passer ou que tu dois culpabiliser ou te sentir mal de ça. Il ne te résume pas à ton utérus et ta capacité à enfanter. À enfanter, clairement. C'est la souffrance que ça engendre qui est compliquée, je pense, parce que déjà, hormonalement, du coup, t'es dans une période qui est... t'as envie d'exploser et tout. Socialement, ça doit être compliqué à expliquer, etc. Mais je pense que du coup, faut vachement prendre soin de soi pendant cette période-là. Là, c'est vrai que tu soulevais le point de même pas pouvoir te faire toucher par ton mari, laisser de côté comme avec les hormones, la libido, et d'essayer de te reconnecter à ton corps par des petites activités pour te faire du bien. Est-ce que c'est petit spa, petit massage, la danse, prends-le comme la bonne excuse pour faire quelque chose. De toute façon, c'est comme ça, j'ai un peu mon temps à passer. Au lieu de faire cette période, une période hyper négative à passer, essaye de l'adoucir le plus possible et de faire en sorte que ce soit une période où tu prennes le temps de t'accompagner, d'accompagner ton corps dans ce qu'il ressent et de venir participer à cette transition aussi que tu vas faire. Si t'as peur pour ta libido, elle va revenir. Ménopausée, ça veut pas dire sans libido. D'ailleurs, il y a une stat qui est sortie, mais que les orgasmes ils sont plus forts après 50 ans. Ah ouais? Bah go 50 ans là. Dû aux hormones. Donc ça veut dire que toi, potentiellement, super bon point, tu vas avoir des orgasmes plus forts parce que... Pendant plus longtemps. Exactement. Et tu nous diras. Ils ne savent pas expliquer pourquoi, mais ça a été observé. Je te jure, et finalement, non mais c'est bien de le savoir. Et on a une question. Ouais, une petite question bonus. On se demande si on fait pas une partie 2. Ouais, parce que la vidéo là commence à être longue. Merci d'être encore parmi nous. Ouais, on a le temps de discuter. Parce qu'on nous a demandé comment différencier amour et attachement. C'est hyper intéressant, mais je pense que ce serait... Je pense qu'il va nous faire clairement une partie 2. Une vidéo entière. Une vidéo sur ça. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, en tout cas n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On espère que cette vidéo vous a plu, aura pu vous aider, aura pu ne serait-ce que éveiller des informations. Moi j'ai appris plein de choses grâce à toi Louise, je te jure. Même si c'est pas forcément un sujet qui résonne en vous, peut-être que vous aurez pu découvrir, apprendre des choses, savoir comment ça se passe. N'hésitez pas à aller nous suivre sur nos Instagram respectifs, surtout à aller suivre Louise qui est pleine de bons conseils, de bienveillance que vous pouvez suivre sur son compte pour s'informer ou même avec qui vous voulez faire des consultations. Ouais. Exactement. Toutes les consultations elles sont à distance, comme ça tu peux suivre un peu partout. De partout. Tu n'es pas obligé d'être dans mon coin, etc. Sachant qu'en sexothérapie, tu n'as pas le droit de toucher les gens, donc il n'y a pas d'auscultation. Ok, oui. Donc en fait, avoir un cabinet entre guillemets en physique, oui, ça change pas grand chose. Et comme ça, je peux vous suivre un peu partout. Ouais, trop bien. Surtout, suivez-nous pour ne pas louper les prochaines vidéos et les prochains questionnaires qu'on pourrait vous faire ensemble. En tout cas, bon duo. Moi, j'ai adoré faire cette vidéo avec toi. Ça fait trop plaisir. Prenez grand soin de vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Et Louise, on se dit à dans pas si longtemps que ça sur cette chaîne. Bisous!